Christophe Prudhomme est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93, c'est la Seine-Saint-Denis, délégué CGT à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Qu'attendez-vous ce soir d'Olivier Véran? Il s'apprête à prendre la parole. Écoutez, l'urgence est d'armer l'hôpital. L'erreur de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir profité des 4 mois de répit que nous a laissé l'épidémie pour ouvrir des lits de réanimation pérennes. Pas des lits saisonniers comme le ministre Véran l'a annoncé lors du Ségur de la santé. On savait que l'épidémie allait reprendre. Aujourd'hui, on a un nombre de malades conséquent, mais qui n'a rien à voir avec le nombre de malades que nous avions en mars-avril. Vous savez, là, en Île-de-France, qui est quand même une des plus grandes métropoles mondiales, entre juillet et aujourd'hui, nous avons en réanimation un peu plus de 200 malades supplémentaires. Que nous ne soyons pas capables de prendre 200 malades en charge dans une agglomération de 12 millions d'habitants, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut reconfiner alors s'il n'y a pas assez de lits de réanimation. Non, le problème, c'est pas de reconfiner. Le virus circule. On ne sait pas si le confinement est efficace. Ce qui est clair, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières dans des circonstances très précises et très particulières, qui sont protéger les personnes âgées. On sait qu'aujourd'hui, une bonne partie des foyers sont en milieu professionnel quand même, lors des réunions de famille. Donc c'est pas sur les terrasses des restaurants ou des bars à Marseille qu'on se contamine. Vous voyez, donc le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des mesures qui sont très coercitives imposées par le gouvernement, qui sont pas respectées par la population, parce que la population ne croit plus le gouvernement. À force de raconter tout et son contraire d'un jour à l'autre, c'est catastrophique. Par contre, la priorité aujourd'hui, c'est d'embaucher massivement, d'ouvrir des lits, parce que là, nous sommes à l'automne. Il y a l'hiver ensuite, il y aura la grippe traditionnelle. En permanence, vous savez, en tant qu'urgentiste, depuis maintenant 20 ans, j'explique sur vos plateaux que chaque hiver, chaque été, chaque week-end prolongé du mois de mai, nous manquons de lits de réanimation. Attendez, mais Christophe Prudhomme, celles et ceux qui nous écoutent doivent se dire c'est hallucinant. Pourquoi, par exemple, l'Italie l'aurait fait et pas la France? Parce que nous sommes dirigés par des incapables, des incompétents. Alors, des incapables, des incompétents, c'est le premier niveau. Non, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas redonner des moyens de manière pérenne à l'hôpital public. Quoi, ils jouent la montre, ils disent ça va passer. Oui, parce que, écoutez, là, les services statistiques du ministère, il y a quelques jours, ont annoncé que l'an dernier, nous avons supprimé 3400 lits. Monsieur Hirsch, qui se répand dans les médias, mon directeur général, le directeur général de l'assistance publique au hôpital de Paris, le plus grand hôpital d'Europe, le résultat de sa politique ces dernières années, entre 2016 et 2019, 3300 emplois en moins. Voilà, donc l'hôpital aujourd'hui est à l'os, et c'est ça le problème. Nous aurions aujourd'hui 12 000 lits de réanimation, ce qui n'est même pas le nombre de lits qui existent aujourd'hui en Allemagne. Eh bien, nous ne serions pas à 30% de lits de réanimation occupés, nous serions à 10%. Donc un des indicateurs éviterait qu'on soit en zone écarlate. Voilà. Et les tests aujourd'hui... Alors justement, les tests, on va avancer, mais justement, vous me l'enlevez de la bouche, j'allais dire, Olivier Véran va sans doute s'exprimer aussi sur les tests, parce que là aussi, il y a une controverse. Faut-il les faire pratiquer à tout le monde? Faut-il justement cibler les populations à risque notamment? Antoine Fontenot, vous vous êtes intéressé à une information qui circule depuis plusieurs jours avec insistance. Les tests PCR seraient dangereux pour la santé, par exemple? Alors, il y a des publications sur Facebook, effectivement, qui sont reprises par plusieurs milliers d'internautes, qui disent que ce soit dangereux, soit inutile. Ces fameux tests qui sont pratiqués, rappelons-le quand même, 25 000 fois par jour au Québec et 1 million de fois chaque semaine en France. Pourtant, regardez cette publication, elle a été partagée donc des milliers de fois et son auteur se demande, vous allez le voir, je cite, « Pourquoi ils enfoncent un coton-tige jusqu'à l'arrière de la tête pour recueillir un échantillon de Covid-19 quand ils prétendent qu'une simple goutte de salive a le potentiel d'infecter un village complet ?» C'est sûr que si on pouvait s'épargner l'intrusion dans les narines de ce grand coton-tige de 12 cm qu'on appelle un écouvillon, on s'en porterait pas plus mal. Malheureusement, pourtant, ce test est le meilleur pour diagnostiquer la Covid-19. Voici pourquoi. Pourtant, aller chercher les échantillons là où on est sûr que le virus est produit. Donc si on va chercher aussi loin, c'est tout simplement que ces cellules commencent à être présentes au niveau de la fosse nasale. Donc il faut aller chercher le virus au niveau des cellules qui le produisent. Si on se contente d'aller, ne serait-ce que dans la bouche ou dans le nez plus près, on va avoir des virus, mais pas suffisamment pour pouvoir faire l'extraction derrière et réaliser les tests PCR.
C'est pour cette raison donc, que le test PCR est le plus efficace, même s'il n'a une fiabilité que de 80%. Ce sera de toute façon toujours mieux que les tests salivaires qui sont en développement actuellement. Et certains s'appuient aussi, Antoine, sur le schéma qu'on vient de voir avec le cerveau pour se demander si cet test PCR ne serait pas dangereux justement pour le cerveau. Alors oui, effectivement, là c'est une vidéo qui circule aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle affirme à tort, bien sûr, que le fameux coton-tige pourrait atteindre la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière très importante pour notre santé puisqu'elle protège l'accès à notre cerveau. En réalité, il est impossible pour ce fameux écouvillon, le gros coton-tige, d'atteindre cette zone. On le voit d'ailleurs sur cette vidéo de formation médicale. L'écouvillon s'arrête dans la partie supérieure du pharynx. Pour atteindre la barrière hémato-encéphalique, il faudrait traverser l'os. Écoutez. Quand on fait un prélèvement nasopharyngé, en aucun cas, il y a un saignement. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint les vaisseaux sanguins et donc on ne peut pas avoir atteint cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Le prélèvement nasopharyngé, il n'a pas été inventé pour la Covid. Ça fait des années que les gens dans les laboratoires pratiquent ce type de prélèvement pour d'autres pathologies, pour d'autres tests. Dans le nez, c'est plus. Alors Christophe Prudhomme, justement, puisque vous êtes en train d'en parler, peut-être un mot sur ça, mais très court pour qu'on avance sur... Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la France a massifié les tests avec des délais de résultats qui font que ces tests sont inutiles. Mais les tests ne sont absolument pas dangereux. Il peut toujours y avoir des complications. Dès qu'il y a une intrusion à l'intérieur du corps humain, il peut y avoir des complications, invasif, ouais. mais qui sont exceptionnelles, plus qu'exceptionnelles. Donc c'est des fake news. Effectivement, vous avez raison de les contredire. Il n'y a aucun danger. Le problème qui se pose, c'est que l'indicateur du nombre de cas positifs, alors que la France et nos gouvernants s'en sont félicités et le pays qui teste le plus, n'est pas un bon indicateur. Parce que si on teste beaucoup, on aura beaucoup de cas positifs. Par contre, on a un nombre de malades qui est effectivement significatif, qui augmente régulièrement, mais on reste avec un nombre de morts qui est naissant comme une mesure avec ce qu'on a connu en mars-avril. Olivier Véran pourrait annoncer aussi, Christophe Prudhomme, un registre, par exemple, dans les restaurants pour pouvoir contacter les clients, celles et ceux qui viennent manger. Est-ce que ça vous paraît, l'Allemagne le fait, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Parce que pour le coup, c'est lié au test, non? Non, mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux citoyens. Toute cette mécanique, vous savez, quand j'ai entendu le Premier ministre, il y a une dizaine de jours, annoncer la création de 2000 postes dans les agences régionales de santé, et l'assurance maladie, des postes de contrôleurs, mais j'ai cru halluciner. Si on a besoin de postes, c'est à l'hôpital. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de contrôler, c'est d'expliquer effectivement à la population que quand ils sont positifs, ils ont fait un test, ils sont positifs, il faut qu'ils soient en capacité de dire avec qui ils ont été les jours précédents, pour qu'on puisse alerter ces personnes, qu'ils puissent les alerter, qu'elles se fassent tester, si elles ont moindre de symptômes, qu'elles s'isolent même et qu'elles ne contaminent pas d'autres personnes. On est dans un système où le virus est partout. Donc la surveillance et ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire la recherche des cas contacts, aujourd'hui, c'est inutile. La Belgique, vous la citez parfois en exemple. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, le port du masque n'est plus obligatoire. C'est aux citoyens de le mettre lorsque l'espace est confiné. Pour vous, c'est une bonne manière de procéder. Vous savez, la première ministre belge qui a été un petit peu secouée... Qui est désormais ministre des Affaires étrangères, voilà, Sophie Wilmès. Qui a été un petit peu secouée au début de l'épidémie. Je me rappelle de soignants qui lui tournaient le dos quand elle visitait un hôpital, a eu des propos très intéressants dans un pays qui est beaucoup plus touché que la France. Le nombre de morts, proportionnellement, beaucoup plus important. Elle a dit qu'il valait mieux prescrire des mesures assez souples que les citoyens adopteront facilement et très majoritairement, plutôt que des mesures autoritaires contestées par la population qui seront contre-productives. Parce que, vous voyez, empêcher les gens d'aller boire en terrasse à Marseille, à l'air libre, le risque de contamination est tout à fait limité. Eh bien, c'est pousser les gens à se rassembler chez eux, sans aucun contrôle. Et comme, effectivement, ils n'ont pas confiance dans ce que dit le gouvernement, quand vous êtes dans un milieu qui est privé, il y a beaucoup plus de chances que vous vous débarrassiez du masque. Voilà. Donc, il vaut mieux se dire que, de toute façon, ce virus va être là pendant longtemps. Donc si on n'apprend pas à vivre avec, mais avec des mesures qui permettent de continuer à vivre sans mettre la population en danger. Parce que vous savez, là, le problème qu'on a à l'hôpital, c'est qu'on est obligé on déprogramme des malades. Donc on va de nouveau laisser des malades à l'abandon comme on l'a fait en mars-avril, et ça, on va le payer en termes de morbimortalité dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme, pour votre témoignage, médecin urgentiste au SAMU 93. Merci, Antoine, d'avoir participé à cette page sur le coronavirus. On évoquait la Belgique.